J'attends que Nadia se connecte. Ok. Bon, je pense que Nadia a un bug sur son téléphone. Ah, ça y est. Ah, est-ce que ça fonctionne? Ah, ça y est. Ouh, Est-ce tu que nous c'est bon entends? là? Ouais, là c'est Au niveau du parfait. son, c'est mieux? Nickel. En fait, je voulais me connecter sur l'ordinateur, mais j'arrivais pas à avoir la demande. Du coup, je pouvais pas ni te demander ni l'accepter. Du coup, je suis repassée sur le téléphone, mais je crois que ça capte moins bien. Non, là c'est parfait. Ok, super. Bouge pas. Impeccable. Bon, on recommence alors. Bonjour Ok, ça Nadia. marche. Est-ce que du coup tu peux te présenter comme ça c'est clair et puis ensuite on va démarrer sur la DME et je rappellerai le Ouais, sujet. ok, ça marche. Donc, je suis naturopathe. Je travaille essentiellement avec les femmes enceintes, donc avant la conception, pendant la grossesse et en postpartum, et aussi effectivement avec les enfants après, une fois qu'ils sont nés. Qui est allaitement ou pas allaitement, et puis après au niveau de la diversification. Et donc vous avez fait appel à moi aussi parce que j'ai écrit un livre donc, qui s'appelle Enfants en bonne santé toute l'année, et dedans je parle des bases qu'on utilise en naturopathie, les piliers, et l'alimentation en fait forcément partie. Donc on va beaucoup parler de ça aujourd'hui. Et moi j'ai classé tous mes conseils par saison. Donc on retrouve en début de chaque saison la liste des aliments. En fait, c'est comme un calendrier perpétuel. On peut retrouver ce qu'il y a de saison pour rester sur des aliments les plus bruts, les moins transformés possibles, et puis les plus facilement accessibles. Et c'est ce qu'on utilise en DME. Ok. Alors justement, alors comme je le précisais tout à l'heure, mais donc nous avons fait un premier live qui était un petit peu plus sur l'état des lieux en fait de la DME, ce que c'était. Donc ça, ce live, il est en IGTV sur notre compte Insta et sur le compte de En Mode Mail. Et là, aujourd'hui, le thème, c'est un peu plus précis sur le quotidien de la DME, comment on peut s'organiser quand on est en extérieur, quels sont les accessoires indispensables à avoir pour pratiquer la DME. Donc, on va tout de suite démarrer. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est la DME, tout simplement, pour ceux qui n'ont pas vu le précédent live? Oui, alors la DME, donc c'est la diversification menée par l'enfant. Donc c'est on propose en fait des choses à l'enfant pour qu'il soit le plus autonome possible et qu'il découvre la nourriture par le plaisir en fait, par tous les sens. Donc, ça rejoint vraiment la démarche naturopathique. D'ailleurs, je peux peut-être repréciser ce que c'est que la naturopathie. C'est donc une médecine traditionnelle. On en a sur tous les continents et en Europe, on appelle ça naturopathie. Et c'est accompagner le corps dans son fonctionnement le plus physiologique pour qu'il aille le mieux possible. Et donc, on est dans la prévention des maladies et l'alimentation fait partie de cette prévention parce qu'elle apporte les nutriments dont le corps a besoin pour qu'il fonctionne au mieux. Et on peut entraver ce fonctionnement en lui donnant des aliments qui sont pas physiologiques, ou en donnant trop, ou en donnant qui correspondent pas ni au climat, ni à l'enfant, ni à voilà. Donc on s'adapte à chaque fois à quelque chose de personnalisé, mais il y a effectivement des bases communes et on va en parler du coup aujourd'hui en alimentation. Ok. Et la DME, elle est plébiscitée aujourd'hui. Il y a beaucoup de parents qui se tournent vers cette façon-là de proposer à manger aux enfants. Et c'est super que mon groupe s'y intéresse parce que c'est très complémentaire justement de ce que boit l'enfant. Et puis on prépare aussi avec de l'eau souvent, donc c'est important d'en parler. Et,
Et on va rappeler que quand même les bases avant de commencer, c'est que l'enfant doit donc garder son lait jusqu'à ses 3 ans, qu'il soit donc maternel ou de substitution, quel qu'il soit, voilà, en poudre, qu'il soit animal ou végétal. Et jusqu'au 1 an de l'enfant, la nourriture, en fait, c'est vraiment que de la découverte. Donc, on n'est pas du tout dans une alimentation qui doit venir enrichir son métabolisme, mais vraiment dans, voilà, quelles sont les couleurs qui l'intéressent, les textures, les parfums, les odeurs, etc. Et donc, il y a zéro pression pour les parents non plus. Ça, c'est super important. Parce qu'on a souvent l'impression que si l'enfant n'a pas bien mangé ou assez mangé, ça va pas aller, alors qu'en fait, pas du tout. Ok. Et ça, c'est un point important dans l'ADME. Tu peux nous faire un point sur les prérequis, justement, sur la DME? Alors, les prérequis, oui, très important. Donc, le premier, pour moi, il est intestinal. L'OMS recommande qu'on ne donne pas à manger avant l'âge de 6 mois et c'est 6 mois révolus. Donc, en fait, c'est pas avant les 7 mois de l'enfant. Alors, il y a des exceptions, donc à voir avec le pédiatre ou un allergologue s'il y a quelque chose de particulier. Mais les recommandations officielles, c'est ça. Et donc, même à 7 mois, comme je disais, on commence vraiment tout doucement à introduire les aliments un par un, tranquillement, et que l'enfant vraiment les assimile visuellement, au niveau olfactif, du toucher, etc., tranquillement. On n'est pas là pour compenser un manque, parce que le manque, en fait, tout est complet dans le lait maternel ou dans le lait maternisé. Et donc voilà, jusqu'au 1 an, c'est tranquille. Et après, par contre, de toute façon, l'enfant commence à marcher et donc là, il va avoir des besoins nutritifs plus importants. Les prérequis, donc intestinal, donc il faut faire attention à ça. Avant ça, le système intestinal n'est pas mature, donc l'enfant va avoir mal quand il va manger, ou en tout cas, il risque d'avoir plus mal. Et donc, faut pas du tout forcer ou en donner trop. Si jamais on commence avant, vraiment faire attention à ça. C'est le premier prérequis. Le deuxième, je dirais qu'il est postural. Un enfant qui se tient pas assis tout seul, ne pourra pas bien manger en DME parce que on va lui proposer des morceaux, on va lui proposer des choses qui sont entières et du coup, il faut qu'il puisse déglutir correctement et qu'il soit à la verticale pour la digestion. S'il est penché ou mal installé, il va moins bien digérer et puis il risque surtout d'avoir des reflux en fait. Parce que son clapet n'est pas très mature encore, il bouge au niveau de l'œsophage et du coup ça remonte. Donc, on nous dit que le son n'est pas très bien. Retour qui me disent qu'on ne t'entend pas très bien. Ouais. Du coup, je ne sais pas. T'es en 4G là? Oui. Ok. Je peux essayer de le repasser sur l'ordi. Est-ce que tu sais comment on fait quand c'est sur l'ordinateur? T'es sur le téléphone ou sur l'ordi, toi? Moi, je suis sur le téléphone. Ouais, c'est ça. Je vois pas trop. T'as tes écouteurs en plus là. Ouais. Toi, tu m'entends bien, toi? Moi, je t'entends très bien. Donc, je sais pas, c'est le rendu. Peut-être que c'est. Est-ce que tu as ton ordi allumé aussi? Parce que moi, c'est coupé là. Je suis pas sur le direct. Mais il y a un écho, effectivement. Alors, c'est moi peut-être. Attends, moi, je vais chercher un écouteur. Je te laisse. Continue. Ok, ça marche. Donc le deuxième, c'est le prérequis, c'est le prérequis postural hyper important. Et non, justement, j'ai coupé sur l'ordi. Bon, on va voir avec les écouteurs de Christelle. Donc, je disais au niveau postural, faut que l'enfant puisse tenir assis. Il ne tient assis correctement que s'il le fait lui-même. En fait, la première étape importante dans le développement psychomoteur, c'est que l'enfant fasse du 4 pattes. S'il ne sait pas faire du 4 pattes, il ne pourra pas se mettre assis correctement. Donc, première étape, le 4 pattes. Deuxième étape, il se met assis tout seul. Et à ce moment-là, on passe à la diversification. S'il est intéressé par l'alimentation. Sinon, effectivement, on reste sur du lait, qui soit donc infantile ou l'allaitement maternel. Oui. Est-ce que c'est mieux là au niveau du son? Est-ce qu'on nous entend mieux là? Ah, on va voir avec. C'est bon là? Ah ouais, j'ai l'impression que c'est mieux. Bon, Je sais j'espère. pas comment c'est pour les autres, mais je crois que c'est bon. Ok. Ouf, cool. Désolée pour tous ces contretemps.
On y arrive. Donc, premier prérequis intestinal, deuxième postural. Donc, je disais qu'un enfant qui doit manger doit donc pouvoir se tenir assis, mais tout seul, et que la première étape de ce développement psychomoteur, c'est le quatre pattes. Ouais, ça y est, Ouais. c'est bon. Cool. Et donc, l'enfant doit d'abord faire du quatre pattes, pouvoir se mettre assis, parce qu'il doit pouvoir se remettre à quatre pattes ou par terre tout seul, en fait. Il doit pas tomber, il doit pas être instable quand il mange. Et donc ça, c'est vraiment à respecter aussi, parce que si on le met assis trop tôt, il fera pas du quatre pattes ou pas beaucoup. Il va vouloir se mettre debout trop vite, et donc il loupera une étape vraiment fondamentale dans son développement psychomoteur. Bon, ça, c'est un peu à part, mais c'est super, Ok. super, super important. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Après, quand il commence, en fait, c'est important de voir si il est intéressé par la mastication. Si, bon, il n'est pas obligé qu'il ait des dents, mais il faut qu'il ait envie de bouger au niveau de la bouche et d'introduire quelque chose dans sa bouche. Donc c'est vraiment à lui d'aller, c'est dans ce sens-là que la DME elle est intéressante, à lui de faire la démarche d'aller vers la nourriture et pas l'inverse. On va pas lui apporter, on va pas solliciter. C'est lui qui doit attraper, donc il doit aussi pouvoir attraper et être à l'aise au niveau tout simplement de la motricité fine, plus ou moins fine au début, mais Ouais, c'est sûr. Ok. Après, c'est aussi une certaine autonomie, donc c'est ça qui est intéressant dans la DME. oui, exactement. Et ça apporte une grande satisfaction, une grande fierté aussi chez l'enfant qui du coup se rend compte qu'il est capable d'attraper et de faire par lui-même. Ouais. Enfin bon, il attrape et il fait aussi tomber, mais... Ouais, oui. Bah, justement, on va parler de tous les équipements nécessaires. Ouais. Et juste, alors, il y a une question qui revient constamment lorsqu'on Mhm. parle de nos lives en story. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, hein, on est là pour y répondre. Enfin, surtout toi, Nadia, plus que moi. Les questions qui reviennent tout le temps, c'est la crainte de l'étouffement. En fait, Oui, c'est la remarque qui vient à chaque c'est vrai. question, enfin à chaque fois qu'on parle de la DME. Est-ce que tu peux nous rassurer justement, nous en parler un petit peu? Oui. Alors, c'est la grande crainte, effectivement. C'est ce qui empêche la plupart des parents de faire la DME. Parce que les enfants, petit à petit, ils y passent. De toute façon, la DME, c'est une adaptation de la nourriture des adultes, mais en Oui. petit format, et puis sans qu'il y ait de risque, du coup, pour le bébé. Mais il y a vraiment deux choses à distinguer. Il y a le risque d'étouffement qui est réel, qui existe avec certains aliments auxquels il faut faire super attention, parce que l'enfant n'a pas encore de dents, il ne peut pas tout mâcher, et pas sous toutes ses formes. Et l'autre, c'est le gag, le réflexe nauséeux, en fait, que l'enfant, il a instinctivement, et c'est un réflexe indispensable dans son développement, donc c'est dommage qu'il ne l'expérimente pas non plus. C'est pour ça que la DME Ouais. est intéressante dans son développement. C'est celui où on a l'impression qu'il va vomir en fait. Il va mettre dans la bouche et il va repousser ou recracher l'aliment. Donc c'est pas parce qu'il est en train de s'étouffer, c'est parce qu'en fait il doit le remettre dans sa bouche pour le mastiquer, pour que ça descende sous forme liquide. Et c'est sous cette forme-là que tous les aliments doivent descendre en fait dans l'œsophage, même chez les adultes. Il y a beaucoup d'enfants malheureusement qui font pas la DME et qui du coup passent d'abord par les purées, les compotes, et une fois qu'ils passent sur les aliments solides, ils ont tendance à avaler et donc pas à mâcher Ah oui. correctement. Et ça peut causer des désordres intestinaux après, enfin des douleurs surtout, ou des inconforts, des ballonnements, ou voilà, des choses qui peuvent vraiment venir perturber. Euh, et donc voilà, il faut bien distinguer ces deux choses-là et surtout rassurer les parents sur ce réflexe qui s'appelle donc le GAG, G-A-G, qui est tout à fait physiologique et normal. Ok. Justement, dans la question, est-ce qu'il faut d'abord commencer par les purées ou en démarrer directement par la DME? On n'est pas du tout obligé de passer par les purées. Après, ça dépend de l'âge de l'enfant et ça dépend de l'état de stress ou d'assurance du parent, parce qu'il faut aussi être à l'écoute de ça. C'est-à-dire que si on Ouais, fait quelque chose et qu'on n'est pas à l'aise avec ce qu'on fait, c'est franchement contre-productif. c'est Parce que sûr. l'enfant va le sentir et du coup, il risque d'être plus concentré sur le stress du parent que sur la nourriture en elle-même. Donc, si le parent n'est pas tout à fait à l'aise avec ça, on peut tout à fait commencer par des purées, des compotes, et puis passer sur la DME un peu plus tard. L'un n'empêche pas l'autre. Et on peut aussi commencer par la DME et par la suite, alors pas en même temps par contre, on va peut-être en parler plus en détail après, mais faire d'abord un peu de DME et puis après alterner avec des purées plus tard. C'est pas Ok. l'un ou l'autre, Ouais, forcément. d'accord. Ok. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet sur le Ouais, on a plein de quotidien de la questions. DME. Oui. Quels sont les équipements indispensables pour toi?
Alors, avant de parler des équipements en eux-mêmes, il y a la qualité des équipements parce que les enfants à cet âge-là sont vraiment dans la phase orale, développement oral, ce qui veut Ouais. dire qu'ils mettent tout à la bouche. Donc, il ne faut pas qu'ils mettent n'importe quoi à la bouche parce qu'il y a plein de perturbateurs endocriniens. Donc, leur donner des cuillères en plastique ou des... Pareil, je sais que c'est très pratique hein, et très léger et facile à trouver, mais il y en a plein d'autres maintenant. D'ailleurs, vous êtes associés là dans le cadre de la Ouais. campagne. Je ne sais pas si tu veux parler de ça, du concours et de ce qu'il y a dedans, parce que c'est intéressant ce que vous avez choisi. Bah, notre concours, il aura lieu fin août, donc ce sera le 20 août exactement. Et donc, on fera gagner le fameux kit qui a été envoyé aux influenceuses qui travaillent avec nous pour cette campagne autonome, petite autonome. Et donc, à l'intérieur, vous avez une assiette compartimentée, justement, en bambou. Ensuite, il y aura un petit gobelet avec une petite paille exprès en silicone. Des cuillères, enfin, ce sont les pré-cuillères exprès pour la DME. Vous aurez un tablier, justement, on va en parler, le fameux tablier avec notre logo donc autonome. Ensuite, si je dis pas, après vous aurez des cadeaux mon recours bien sûr. Donc ça, ce sera plutôt à la fin du mois. De toute façon, vous serez informés. Hein. Restez connectés, vous verrez bien tous les concours qui auront lieu. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait partie des indispensables. Mais après, j'imagine qu'il y a plein d'autres choses aussi à avoir, quoi. Donc, il y a donc effectivement, ça c'est vraiment les bases et pas tant que ça. Après, ça dépend de ce qu'on aime cuisiner. On va parler après des aliments en eux-mêmes. Mais dans les bases, vous avez vraiment ciblé ce qu'il fallait. Et j'aime beaucoup, moi, l'assiette compartimentée pour les enfants. Parce Ouais, que je c'est trouve chouette. que c'est pour la découverte, c'est génial. Ils aiment bien quand les choses sont claires. Ils font eux-mêmes d'ailleurs, ils trient. Quand il y a des choses qui sont Ouais. mélangées, des fois, ils aiment bien séparer. Donc, leur présenter quelque chose qui est clair et puis du coup, pouvoir leur dire ce qu'ils mangent. Pour moi, ça fait complètement et entièrement partie de l'éducation qu'on leur apporte à ce niveau-là, au niveau alimentaire. Et au niveau digestif, alors ça, c'est vraiment propre à la naturopathie, mais il est bon de savoir que c'est plus digeste d'avoir un seul type d'aliment, de pas en avoir 36 000. Donc, pas leur présenter un buffet avec Ouais. trop de choses en même temps, mais présenter un aliment et leur dire, voilà, ça peut être sous différentes formes aussi, ça peut être un peu de carottes un peu écrasées à la fourchette, des bâtonnets de carottes, et puis plus tard, quand ils sont plus grands, des carottes râpées, pour qu'ils se rendent compte que voilà, on peut le cuisiner de différentes façons. Ça va être beaucoup plus digeste pour le système intestinal d'avoir ça que 5 aliments différents en même temps. Et quand ils sont petits, quand ils commencent, là on est vraiment dans la DME précoce, enfin les petits, c'est bien de faire ça petit à petit. Ouais. Donc Et ça, c'est un du aliment coup, indispensable, oui. ouais, donc toi, pour toi, ouais, l'assiette compartimentée, pour toi, c'est indispensable Ouais. pour que l'enfant puisse avoir le choix et piocher sur ce qui lui donne envie, en fait, aussi. C'est Et le ça, choix des exactement. textures. Oui, tout à fait. Et puis, pour les saisir, c'est plus simple aussi. Et puis, comme on parlait de la qualité, qu'ils soient en bambou, en inox, en verre, c'est plus compliqué avec les enfants, mais des fois, on peut les accrocher. Il y a des choses qui permettent d'accrocher, en fait, à la tablette ou à la table, en fonction de là où ils mangent, Ouais. pour sécuriser, du coup, ce qu'on utilise. Mais voilà, essayez d'éviter au maximum le plastique. On a vraiment des super alternatives maintenant et c'est facile à Bon, trouver. après, il y a du plastique sans bisphénol. Après, voilà, bien sûr, exactement. Oui, oui, oui. Et puis de plus en plus, de toute façon, les marques s'y mettent et c'est de mieux en mieux. Oui, oui, non, mais complètement, je suis d'accord avec toi. Ensuite, alors, on parlait du grand tablier parce que on Ah oublie le oui. bavoir, là. Là, Ah bah c'est... là, oui. Ça va avec la loi de la gravité, en fait, tout descend et effectivement, c'est un peu. Il y a d'abord le premier stress des parents, c'est effectivement l'étouffement, mais le deuxième, c'est tout le Le travail qui est à côté. nettoyage. Voilà. Alors je Bah, voudrais déjà, rassurer, oui. même avec un enfant plus âgé, hein, faut pas, il n'y a même pas forcément besoin de parler de DME, mais c'est souvent, ça tombe, quoi. C'est ça, Donc, exactement. bon. Mieux on se Non, mais prépare, plus on prépare l'environnement. C'est un peu comme quand il commence à marcher, à ouvrir les tiroirs, etc. On met en hauteur. Quand on se met à table, on met le tablier, on prépare. Moi, j'aime bien, pour le coup, vous savez, les tapis qui existent pour mettre les chaises de bureau pour que ça roule bien. Ben ah moi, oui, oui, je exact. conseille souvent ça pour mettre ça en dessous parce que du coup, c'est facile de passer un petit coup de chiffon ou d'éponge dessus. Alors que s'il y a un parquet ou un carrelage, il faut souvent tout faire et c'est beaucoup plus contraignant. Ça, c'est simple. On peut Ouais, même carrément l'enlever après et puis le mettre dans la baignoire ou sous la douche. Hop, un coup de jet d'eau, ouais, c'est fait. c'est une Super bonne simple. idée, carrément.
Tu vois, j'aurais dû faire ça, moi. J'ai trop de retard. Pour le prochain, Christelle. Non, c'est vrai, j'ai même pas pensé, mais c'est une très bonne idée. Ah En ouais, ça marche effet. super bien. Et donc ça, c'est un des autres outils super importants. Après, c'est d'avoir toujours effectivement soit un peu de brumisateur pour débarbouiller entre deux, parce que bah ça tombe, ça pend, ça gêne même des fois. Et des fois, bah comme ils en ont autour de la bouche, bah ils Ouais. l'étalent. Donc pour éviter ça, plus une petite lingette, bah de préférence lavable, hein, mais voilà pour débarbouiller entre deux sessions de nourriture. Et puis après, en fonction de ce que prend l'enfant, des fois aussi une petite serviette en éponge pour lui essuyer ou un torchon, lui essuyer les doigts parce que les aliments peuvent glisser. Donc pour qu'il puisse bien prendre, saisir en fait ce qu'il veut manger, hop, une petite éponge, ça sert vraiment, enfin une serviette éponge, ça sert vraiment à ça. Ok, Et après la d'accord. cuillère, évidemment, la cuillère. Plus tard, quand il sera un peu plus grand, des fourchettes adaptées aussi. Ouais. Oui, c'est vrai, genre, pour avoir du coup, m'être un peu plus renseigné sur la DME et avoir fait un peu le tour des sites, c'est vrai qu'il existe de nombreux accessoires et Oui, sur le coup, je comprenais pas vraiment l'intérêt de la pré-cuillère, etc. Mais en fait, si, c'est pour une meilleure prise en bouche, en fait, c'est ça, c'est il exactement y a un ça. intérêt, ok, Oui. ok. Et puis, Euh, c'est important aussi pour l'enfant que, enfin, plus il fera, c'est comme pour nous, adultes aussi, plus on s'entraîne, plus il y a des situations d'échec, bah, c'est gage de réussite, en fait. Donc, il y a un retour sur investissement, c'est-à-dire que les parents, au début, doivent investir un peu de patience, un peu de tolérance, un peu lâcher un peu sur la maniaquerie, pour ensuite ouais, avoir des enfants qui mangent plus proprement, c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup plus, euh, avancer dans leur développement psychomoteur à ce niveau-là, si on les laisse faire, que si on fait à leur place ou qu'on essaie de les aider. Enfin, bien sûr, ça part d'un bon sentiment, ça c'est évident, ouais, mais du coup, on va devoir le faire beaucoup plus longtemps. ok. Donc au final, Faut faire c'est plus intéressant pour confiance les parents. Ouais. Se faire et confiance et lâcher faire prise, confiance. ouais, lâcher prise. Gros, Exactement. gros challenge. C'est J'ai une ça. question. Je peux commencer à quel âge la DME pour un bébé en allaitement mixte qui a 4 mois maintenant? Bah, là, vraiment, je resterai s'il n'y a aucune allergie et qu'il n'y a aucune recommandation spéciale de la part du pédiatre sur du 6 mois révolu. Donc, on est sur le début du 7e mois Ouais, avec du coup fruits et légumes au début, puis on va en parler, mais féculents, puis protéines, voilà, ok. petit à petit quoi. Faut attendre encore. Ouais, qui tiennent assis, Ouais, c'est qui beaucoup de soient photos un là. peu plus, ouais, un peu plus matures. Exactement. Ok. J'avais d'autres questions. Quand on est en Dites-moi. extérieur, qu'est-ce qu'on met Oui. dans le sac à langer? Ah. Ah, bah, des choses pratiques à emporter. Donc là, pour le coup, c'est génial de ne pas avoir justement les purées ou les compotes parce que ça coule partout. Il y a un risque que, surtout si c'est fait maison, que ça s'ouvre, etc. Donc là, on prend, bah là, en cette saison, c'est super simple, des bâtonnets de carottes, de concombres. Moi, je suis très fan du pain des fleurs, mais on peut prendre des petites cracottes, euh, des fruits de saison, super simple aussi, qu'on peut soit préparer en avance et mettre dans des petits Tupperware, soit emmener avec un couteau et les faire sur place, pratique aussi. Ouais. En fait, ce qui est génial avec la DME, c'est que ça nécessite pas beaucoup de préparation. Donc, et là, en cette saison, on peut rester sur du cru quasiment quand on fait une sortie au parc ou en famille à la plage, etc. Et puis du coup, si on veut faire du cuit, le faire le soir. Hyper facile. Mais du coup, même du cru, vers 6-7 mois, c'est tout à fait envisageable. Enfin, tu dis des bâtonnets de carottes, ça me paraît fou, moi. Oui. Alors les bâtonnets de carottes, s'ils sont complètement crus, en fait, l'enfant il va pas le manger, il va le sucer. Mais Oui. ça peut être intéressant pour lui aussi. Ça peut Ah oui, l'occuper, d'accord. ça peut soulager les parents pendant longtemps. Et puis après, bah non, des choses plus molles, effectivement, comme le concombre ou comme après dans les fruits, c'est super simple, les bananes, Mhm. melons, pastèques, etc. Où on va effectivement enlever les pépins, on va préparer quand même adapté à l'âge, mais ça, l'enfant même sans dents, en fait, il va adorer quoi. Et il va pouvoir le faire, il va gérer plein de choses qui sont adaptées. Alors, j'ai une question. Oui, Mettons un bébé de 6 mois en début de DME dans une chaise haute. on le met, oui, s'il tient déjà assis par ailleurs. S'il tient Sinon, pas plutôt un assis, on attend. transat. S'il passe du transat à ça, non. Par contre, si il fait déjà du quatre pattes, qu'il bouge, qu'il se retourne, qu'il se met lui-même assis, oui, qu'il soit assis par terre ou dans la chaise haute, c'est pareil. Là, ouais. Ok. Alors, une autre question.
La DME, la DME démarre plus tard que pour une diversification classique purée. J'ai le souvenir qu'à partir de 4-5 mois, on débute la diversification sans attendre que l'enfant sache s'asseoir seul. Alors, c'est possible effectivement quand c'est des purées, comme je disais au début, parce que du coup, au niveau de la digestion, il y a moins de risques que ça remonte, bien que ce soit pas très confortable pour l'enfant. C'est comme nous, en fait. Si on mange plus avachi ou un peu allongé, c'est pas très agréable. Pour l'enfant, encore moins, parce que son clapet, il est pas tout à fait mature, donc il bouge beaucoup au niveau de l'œsophage, donc ça remonte. Donc oui, les purées, on peut commencer plus tôt. La DME, effectivement, c'est vraiment à partir du moment où il a aussi de lui-même envie de manger, en fait. À 4 mois, en général, les enfants, ils n'ont pas envie. On commence pour d'autres raisons à 4 mois. Du coup, c'est totalement possible de faire d'abord purée et ensuite d'enchaîner sur la DM. Oui. Ok. Oui. On en était donc un petit peu à l'organisation et moi j'ai une question, c'était comment on s'organise quand on emmène son enfant chez nounou ou à la crèche et si le personnel n'est pas hyper habitué à la DME, ne connaît pas, comment on peut organiser? Est-ce Alors, qu'on les c'est prévient? deux cas Comment différents. Chez la nounou, alors soit la nounou, elle accepte que ce soit les parents qui préparent les repas. Et au début de la DME, c'est quand même préférable que ce soit comme ça. Comme ça, il y a une cohérence entre le midi et le soir. Enfin, matin aussi, matin, midi et soir. Si elle n'accepte pas ça, bon, ce qui est quand même très rare, hein, parce que c'est qu'une période, dans ce cas-là, c'est plus compliqué pour l'enfant, en fait. Il faut vraiment en discuter avec la nounou parce que c'est plus facile pour l'enfant de prendre des purées, donc du coup, plus compliqué au moment où il y a les morceaux. Au début, après, on peut alterner après, mais juste au moment de l'apprentissage. Pour ce qui est de la crèche, ce qu'on peut faire, c'est assister au repas et du coup montrer en fait comment on fait à la maison, à la crèche, en disant nous en fait on fait comme ça et regardez ça se passe bien, donc n'ayez crainte. Et comme en crèche, il y a toujours plusieurs âges. Quand le personnel est rassuré, s'il n'est pas formé, parce qu'il y a des personnels aussi qui sont tout à fait ouverts à ça, qui font d'ailleurs par eux-mêmes, mais sinon on peut leur demander de donner des repas des plus grands, du coup à l'enfant qui est plus petit s'ils sont rassurés, qu'ils ont vu que ça va et que tout se passe bien, etc. Et Ok. souvent, ce que font les parents, c'est qu'ils assistent à quelques repas, un repas ou deux, et du coup, après, ça se passe très très bien. D'accord, très bien. Bon, c'est pas incompatible. Non, c'est pas incompatible du tout. Et en fait, il faut Euh, surtout en parler. C'est surtout ça, rassurer, et expliquer comment on fait, et pourquoi on le fait. Et après, en général, les gens suivent. C'est plus une question d'organisation. C'est-à-dire que si la nounou, on lui demande de préparer en DME, là, ça devient compliqué parce que s'il y a d'autres enfants qui sont avec des purées, ça lui demande un travail supplémentaire. Donc, dans ces cas-là, c'est vrai que c'est plus sympa pour elle de fournir le repas. Pareil, d'accord. en crèche, ça dépend des crèches, mais la plupart sont avec des âges très mélangés et du coup, ils peuvent facilement prendre un peu sur le repas des grands pour partager avec les plus petits si c'est le cas. Après, il y a aussi une méconnaissance. Il suffit de les informer aussi, C'est je ça, pense. exactement. Oui, absolument. Bon, on en a un petit peu parlé au début, mais pourquoi Mhm. certains parents n'osent pas démarrer en fait l'ADM, selon toi? La grande crainte, c'est effectivement l'étouffement. Après, ils ont peur aussi que le bébé ne mange pas assez, parce que c'est vrai qu'avec Ah les oui, purées, on pèse souvent si on a la quantité, soit dans des choses préparées toutes faites qu'on achète vraiment spécifiques pour les enfants, soit dans ce qu'on fait nous-mêmes, on sait à peu près ce qu'on prépare. C'est vrai que on pèse moins en DME, on donne un peu plus qu'on mange aussi à table tous ensemble. Donc il peut y avoir une crainte à ce niveau-là sur la nutrition et sur le la quantité. Mais là encore, c'est un vrai travail personnel à faire de développement personnel sur faire confiance à son enfant et se dire que quand il est au sein, on ne sait pas se prendre, on n'a aucune idée de la ouais, quantité de lait c'est qu'il vrai. boit. Quand c'est des biberons, des fois il boit, des fois il veut pas, des fois il veut plus. Donc pareil, en fait, il s'autogère un peu. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire travailler plus là-dessus que sur les quantités en elles-mêmes, en fait. Parce que ça dépend Ok. aussi des pics de croissance de l'enfant, ça dépend de s'il a beaucoup mangé au repas d'avant ou pas, ça dépend de s'il est malade. En fait, lui, c'est mieux que nous. Donc, mais ça, Oui, c'est puis la bon, deuxième grande raison, ouais. ouais. Puis comme tu disais, le lait doit rester l'aliment principal. Oui, c'est Enfin, la entre base. De toute 6 et façon, 12 mois, oui. on présente d'abord le lait. Il faut d'abord qu'il prenne son lait. Et après, on lui présente des aliments qu'on a envie de partager avec lui. Ok. J'ai une question.
Comment introduire la viande en DME? Bon, du coup, je vais faire une question globale. Quand est-ce qu'il faut introduire chaque type d'aliment? Oui. Alors, on commence toujours par les fruits et légumes au début. Donc toujours que les légumes c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont pas sucrés, mais il y a quand même plein de légumes qui le sont. Il y a par exemple la carotte, la betterave quand elle est cuite, le panais. Enfin, il y en a plein qui sont tout à fait euh, accessibles à un enfant qui effectivement passe du lait qui est un aliment sucré et plein de glucides. Euh, à des choses qui au début peuvent être un petit peu, si on démarre avec des légumes verts, c'est plus compliqué au début. Parfois, hein, pas pour tous. Donc Ouais. il faut essayer et puis il faut réessayer. Et en fait, le grand secret pour la diversification, pour qu'elle se passe bien, c'est continuer à proposer, pas toujours la même chose, mais à revenir sur des aliments. Même s'ils ont été refusés certaines fois, on les repropose. Donc on commence par des fruits et des légumes, cuits, crus, en fonction de la saison, de ce qu'on aime manger nous aussi. Enfin voilà. Contexte, parce qu'on a aussi des gens Je qui nous reçois suivent. plus Je sais que Nadia. moi, j'ai des Tiens. clients qui nous suivent depuis La Réunion ou d'autres pays francophones. Ben, justement, la diversification après se fasse. En fait, c'est toujours, on est dans l'anticipation de la prévention de la suite. Quand l'enfant va commencer à être à l'école et manger tout seul, est-ce qu'il va pouvoir passer sur une alimentation qui est celle des autres enfants aussi, donc s'adapter à l'environnement. Et puis encore après, moi je pense si on pousse le bouchon un peu plus loin, au menu enfant. Quand les menus enfants s'arrêtent au restaurant, c'est souvent un moment de grande angoisse pour les parents parce que ils savent quoi proposer aux enfants parce qu'ils passent du jambon frites à un repas classique d'adulte et souvent ça passe pas. Donc la DME permet d'anticiper ça parce que si l'enfant a déjà goûté à plein de choses avant, il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Et il n'aura même pas envie de manger les menus enfants. Il passera directement sur des entrées ou il partagera un plat avec quelqu'un d'autre. Enfin, super facile pour les parents. Ok. Donc d'abord les fruits et les légumes, après les féculents. Donc après, on démarre. Après, s'il y a des allergies dans la famille, on fait attention à ce qu'on introduit, dans quel ordre, hein, surtout au niveau du gluten. Mais sinon, voilà, féculents petit à petit. Après, les protéines. Donc les protéines, les féculents, c'est vers, je dirais, 8-9 mois. Et les protéines, on peut attendre en fait 10-12 mois avant de les proposer. Ils n'en ont pas besoin avant. Il y en a déjà dans ce qu'ils ont dans le lait en fait. Oui. Et puis après, les légumineuses plus tard ou en même temps que la viande, mais pareil, il faut faire attention avec ça, c'est pas très digeste, donc il faut les faire soit tremper avant, ça c'est pour moi un prérequis indispensable, mais bon, il y a plein de parents qui ont pas le temps de le faire, ou alors les acheter déjà cuits, donc du coup ça a déjà été trempé et cuit, ou alors le faire vraiment cuire longtemps, ou même germer. Si on a le temps, on peut même les Ah faire oui. germer. Ça c'est super. Et justement, tu parlais des allergies. Comment ça se passe si il y a des antécédents dans la famille ou des risques d'allergie? Alors, c'est donc qu'il va y avoir d'allergie, et c'est pas parce qu'il n'y a pas d'antécédent qu'il va pas y avoir d'allergie. Oui. C'est vrai que pour les parents, il faut toujours en fait être très vigilant dès le début. Les allergies se déclarent pas à au premier contact avec un aliment, mais toujours au deuxième, parce qu'il faut le temps au corps pour qu'il du coup il réagisse en fait à quelque chose qu'il a déjà rencontré. Et donc c'est de faire des tests. Et les tests, il vaut mieux les faire au repas du midi que le soir, si jamais il y a vraiment parce qu'il y a une différence entre intolérance et allergie. Si c'est une vraie allergie et que ça déclenche des réactions fortes, que je pense à l'œdème des réactions cutanées violentes, parce que très fortement, il a une vitalité très forte. Ouais. Dans ces cas-là, effectivement, il vaut mieux pouvoir les constater plutôt que ça se passe la nuit et qu'on ne le voit pas. Donc faire ça du coup progressivement le midi et puis noter en fait ça peut être une bonne idée s'il y a déjà des allergies constatées par exemple dans la fratrie ce qu'on donne pour savoir si c'est tel aliment ou un autre pour pas réexposer l'enfant inutilement à des choses auxquelles il réagirait. Ok. Attends, pardon, je n'arrive plus aux questions. C'est bon. Oui, il y a des Non, questions en ça même va. temps. Ouais, mais c'est bon. Ok. Super. Très bien, pardon. Alors, j'avais quoi d'autre comme question? Oui, un peu plus important. Qu'en est-il de l'eau? Quand est-ce qu'on amène de Bien l'eau sûr. à un enfant? Alors ça, je pense que vous serez plus à même d'en parler. On en propose évidemment. Enfin, vas-y, je te donne la parole. Ah. C'est vrai que c'est souvent au moment de la diversification alimentaire qu'on propose de l'eau à boire parce que si bébé est allaité,
On part du principe que les tétés suffisent pour l'hydrater. Donc c'est au moment de la diversification, donc plutôt à partir de 6 mois, qu'on peut démarrer l'hydratation par la boisson. Bien sûr, les aliments sont là aussi pour hydrater, hein, c'est là aussi leur rôle. En fait, on estime qu'un enfant âgé entre 6 et 12 mois devrait consommer, alors par l'alimentation et par la boisson, 1 litre d'eau par jour. Donc ça, c'est un peu les recos officiels. Et puis par rapport à Moroku, bien sûr, Moroku, donc c'est une eau qui est très faiblement minéralisée et avec 22 mg par litre de résidus secs pour ceux qui ne savent pas encore. Et l'intérêt, c'est que ça ne surcharge pas les reins, alors de tout le monde, mais en particulier ceux des bébés qui sont encore fragiles, surtout la première année, donc faut pas trop les solliciter, enfin faut les préserver. Donc c'est aussi l'intérêt de cette eau-là. L'hydratation, c'est hyper important chez un bébé de manière générale parce que il a son corps qui se déshydrate beaucoup plus facilement qu'un adulte du fait de son déshydratation beaucoup plus rapide avec la transpiration, les urines, etc. Donc c'est vrai que c'est très important de bien hydrater un enfant, même évidemment encore plus en cas de forte chaleur ou même de fièvre, etc. Voilà, donc Oui, je suis complètement c'est vrai d'accord que avec ça. l'alimentation a un grand rôle, mais c'est bien de donner un petit peu d'eau aussi en supplément. Oui. Si bébé n'est plus Alors, allaité. oui, exactement. Sinon, c'est la maman qui boit l'eau et qui, du coup, partage avec le bébé. Et dans les deux cas, comme tu disais, nous, c'est pour ça aussi qu'on parle de ces eaux-là, en fait, en naturopathie. On parle vraiment de, je vais pas citer les autres marques, mais en tout cas, Monroucou fait partie des eaux recommandées parce qu'elles sont faiblement minéralisées. Beaucoup de parents commettent l'erreur de donner une eau fortement minéralisée pour la constipation, souvent. Oui. Mais en fait, la constipation, elle se résout pas du tout par l'eau. Elle se résout vraiment par l'alimentation et par après le mouvement et d'autres choses qu'on peut mettre en place. Mais euh, l'eau, elle est là pour nettoyer, pour hydrater, pour venir réguler en fait. Ce que tu disais, effectivement, c'était très juste sur le fait qu'un bébé, sa température est beaucoup moins facilement régulable que celle d'un adulte. Donc, il va plus transpirer qu'un adulte dans des conditions similaires. Et en plus, il a plus de mouvement. Donc, il va transpirer plus parce il dépense une énergie Oui, folle. c'est clair. Et ça, à partir de l'âge de 4-6 mois. Hein. 4 mois, il commence à se retourner. Et puis 6 mois, il commence à déjà bien faire du quatre pattes et bouger. Donc, ça, c'est assez énorme pour lui. Et donc, oui, c'est important. L'eau, moi, je préciserais que c'est bien d'en proposer en dehors des repas. Parce que du coup, ça vient pas se mélanger au bol alimentaire. Et du coup, la digestion, elle est meilleure. Donc, avant le repas ou avant, du coup, les collations, quand il y en a, c'est un très, très bon moment pour le faire. Ouais. Ok, très bien. Ah oui, si, autre chose. Si, deux autres choses que je voudrais préciser. La première, c'est qu'on peut aussi utiliser l'eau dans la cuisson. Parce que beaucoup de parents font attention à l'eau quand ils donnent à boire, que ce soit dans le biberon ou après juste à boire tout court, avec la petite paille, par exemple, que vous allez proposer, super. Mais ils vont cuire ou même rincer certains légumes ou fruits, faire la soupe, par exemple, même une soupe avec des morceaux, un potage, avec une eau de mauvaise qualité. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Autant aller jusqu'au bout et être cohérent et proposer de l'eau de bonne qualité jusqu'au bout. Et l'autre chose, c'est que l'enfant, effectivement, il a besoin d'un litre pour être hydraté, mais et donc ça peut être sous forme alimentaire ou sous forme d'eau. À boire. Mais si un enfant a une alimentation très crue, par exemple, il aura besoin je pense à l'été où on donne beaucoup de fruits, où du coup il y a plein d'eau dans les fruits, il aura moins besoin de boire. Voilà. Et à l'inverse, l'hiver, si c'est plus sec, il faut donner plus à boire. Oui, il sera. Et de toute façon, un enfant, il sait quand il a soif et il faut pas hésiter à lui proposer et il dira oui s'il a soif. Et c'est vraiment inutile de sucrer ça. C'est vrai que on le dit pas régulièrement, mais souvent on a tendance à sucrer en rajoutant un sirop, un peu de sucre, du miel, en se disant comme ça il va boire. Mais en fait, il faut l'habituer très vite à aimer le goût de l'eau aussi, parce que si on passe au sucré tout de suite, forcément il va être habitué au sucré. Et ce sera meilleur. Donc en fait, il vaut mieux privilégier C'est ça, exactement. l'eau nature. L'eau pure, Oui, alors exactement. j'avais une autre question. Ah oui, si on a une alimentation végane et
végétarienne, enfin, ou végétarienne. Oui, oui. Comment est-ce qu'on veut pratiquer ce régime pour son enfant? Est-ce que enfin, quelles sont tes recommandations du coup? Bah, en fait, c'est un peu les mêmes que pour une alimentation classique. On va veiller effectivement à ce qu'il y ait un apport satisfaisant en tout. Donc en calcium, c'est la base, mais il aura toujours son lait. Euh, en, en nutriments, en vitamines, mais ça de toute façon, tout enfant mange des fruits et des alors pour les véganes avec du tofu du coup, ou avec des aliments comme le chanvre ou comme les graines de chia plus tard. Et pour les végétariens, bah souvent c'est très très facile de proposer juste avec des œufs en fait. Donc ça Ouais. se passe très bien, très facilement. Les enfants vont manger comme les parents très vite. Le tofu, ça se découpe en petits bâtonnets, donc c'est super simple à proposer. D'ailleurs, on peut aussi être omnivore, manger de tout et faire de temps en temps un repas végétarien ou de temps en temps un repas vegan. J'aime pas trop quand c'est cloisonné et que les parents disent ah bah on est soit l'un soit l'autre. On peut être de tout en fait. Et c'est vrai que si les parents ne souhaitent pas donner de viande, enfin de chair animale, que ce soit viande ou poisson, euh, là c'est exclusif et c'est tout à fait possible. Mais dans l'autre sens, en fait, c'est possible aussi d'intégrer des repas. D'ailleurs, dans les écoles, maintenant, ils font ça. Donc, je crois Ouais. que, voilà, ça se fait assez naturellement, de plus en plus en tout cas. Mais effectivement, veiller à ce qu'à chaque repas, il y ait un apport satisfaisant de tout. Ok. Est-ce que tu pourrais nous donner, alors je sais pas si ça va être possible, mais un exemple de menu type pour que ce soit concret, tu vois? Oui. Alors, nous, en naturopathie, proposer des crudités d'abord pour commencer la digestion avec voilà, un peu de frais. Donc ça peut être des morceaux alors des petits bâtonnets de fenouil ou des petits bâtonnets. Alors, soit on va donc au début, quand l'enfant n'a pas de dents, ça va être des choses soit cuites, donc effectivement pas des vraies crudités, ou alors des choses très molles. Ça peut être des champignons, ça peut être des morceaux, des lanières de poivron rouge, par exemple, où il y a beaucoup d'eau dedans, en fait, où ils vont beaucoup sucer. Des choses que nous, on mangerait pas forcément instinctivement, mais où l'enfant, il va être intéressé par ça. Et après, le repas, ben, soit du cru, si on est plus sur le cru en cette saison, ça peut être sous forme de salade, mais pas salade mélangée, parce que l'enfant, voilà, il faut qu'il se soit bien compartimenté. Ouais. Ou alors, quand c'est l'hiver, ben, des choses cuites. Donc là, on va partir sur un féculent, un légume cuit, et puis après, soit des protéines, soit végétales ou animales, soit des légumineuses. Ok. Et Et ça habitue l'enfant en plus à du coup à avoir cette note sucrée en fin de repas dont on essaye tous de se défaire. Donc autant commencer sans, c'est plus simple. Et Ouais. puis toujours rappeler qu'effectivement le sucre avant l'âge de 3 ans, en fait, on n'en propose pas en tant que tel. Donc jamais de Oui, oui. gâteau ou de dessert, même pour les enfants, même si c'est vendu en supermarché comme étant OK pour les petits. Si vous regardez la compo, il y a beaucoup trop de sucre dedans, faut pas. Donc plutôt entrée plat et en fonction du parent, de la dentition et puis de la saison, proposer des choses plus ou moins crues. Voilà. Et par rapport aux matières grasses, moi, enfin Alors bon, très moi bonne j'ai un question, jeune j'allais en enfant, parler. donc forcément je sais qu'il faut Ouais. en donner, mais comment ça se fait du coup, enfin comment on en donne quand c'est cru? Alors en DME, c'est vrai que c'est un peu différent. On peut donner des huiles, hein, et c'est très intéressant d'arroser un petit peu, ou même de faire en sorte que l'enfant joue un peu en faisant. On peut mettre dans un mini récipient de l'huile pour qu'il trempe dedans en fait. Ça Ah peut oui. être très sympa, un bon petit jeu. Ou alors l'intégrer si on fait voilà une préparation, une petite boulette ou une galette ou des choses comme ça, les mettre dedans. Ou encore, il y a d'autres formes de gras qui sont, on va dire, moi je trouve plus nobles parce qu'ils sont pas raffinés. C'est-à-dire qu'en naturopathie, on aime bien les choses quand elles sont dans leur totum, donc vraiment brutes. Ça de proposer par exemple des avocats contiennent du gras hyper intéressant, ou faire des préparations à base de noix de coco, parce que dans la noix de coco, il y a l'huile de coco, donc c'est déjà dedans. Et après, pour ceux qui mangent, par exemple, du poisson, dans les petits poissons, et ça c'est super pour les parents parce qu'on peut les acheter du coup en petites boîtes, c'est hyper préparation à faire.
Après, si, on peut faire des boulettes ou on peut, voilà, bien écraser pour que l'enfant puisse bien mastiquer, mais ils contiennent plein d'oméga 3. Ça, pour les huiles, c'est génial. Et c'est des huiles très biodisponibles, donc très bonnes pour le corps. Et on n'a pas à rajouter, c'est déjà dedans. Mais très Ok. importante, effectivement, les matières grasses pour le développement du cerveau de l'enfant et donc pour son développement psychomoteur aussi après. Euh, ben justement, par rapport à la naturopathie, euh, comment on peut prévenir, c'est peut-être très vaste ce que je vais te demander, mais les maux de bébé, alors très bébé pour le coup, grâce à la naturopathie, est-ce que tu as des tips un peu à nous donner pour bah, les bébés d'hiver, les bébés d'été? Oui. Comment on peut Alors, améliorer? oui, le gros C'est un peu... point faible en fait chez les bébés, ça va être les trompes d'Eustache, donc au niveau des oreilles, et puis tout le système ORL au début. Les enfants, ils sont toute leur pathologie commence par des rhumes, parce que ça va par la bouche. Ça reste sous forme de rhume. Bon, là, dans ces cas-là, ça va. Mais si ça dégénère, ça peut partir donc en otite, ou après en laryngite, en angine, en bronchite, en bronchiolite, en plein de choses. Tout ça, c'est des inflammations. Ça peut être, c'est souvent viral, le plus souvent viral, et parfois bactérien. Pour prévenir tout ça, il faut éviter qu'il y ait trop de mucus. Et le mucus, c'est donc toutes les glaires, toute la morve, enfin tout ce qu'on doit aspirer avec l'aspi-bébé là, ou les faire se moucher par la suite. Voilà, le bonheur des parents. Donc pour limiter ça, on limite l'apport en produits laitiers. Donc si le bébé a déjà un biberon ou qu'il est allaité, il n'a pas besoin d'avoir en plus des laitages. C'est pas un besoin. Après qu'on ait envie d'en proposer de temps en temps, c'est ok. Mais il faut que ce soit, pour moi, vraiment du temps en temps et de préférence brebis ou chèvre et pas lait de vache. Parce qu'il y a tellement de problèmes avec le lait de vache que c'est pas la peine en fait. On a à notre disposition maintenant tellement de choses en brebis et chèvre ou végétales. Après, on peut aussi partir. Je sais que toutes les grandes marques maintenant font en supermarché des yaourts végétaux aussi, donc on peut tout à fait partir là-dessus. Et de temps en temps, c'est pas un must, il faut que ce soit du plaisir au niveau de la texture ou un fromage pour le plaisir aussi, mais pas du tout du journalier 2 fois par jour. Donc quand on limite ça, bah, on a beaucoup moins de mucus et donc beaucoup moins de désagréments au niveau des pathologies chez l'enfant. Donc il y a Ok. ça, et après il y a les féculents aussi, ça gêne aussi beaucoup de déchets, ce qu'on appelle les colles en naturopathie, donc des choses qui vont venir coller, pareil, le mucus. Donc si on voit que l'enfant il est un peu encombré, ben, on diminue les féculents et on augmente les légumes pendant cette période-là. D'accord, ok. Ça aide énormément. Intéressant. Ouais. Ok. Très bien. Euh, alors bon, on a un petit peu répondu déjà à cette question et après je pense qu'on va Mhm. finaliser. Ouais, Euh, ça passe vite. c'est c'est clair. Si bébé ne veut pas du tout manger solide, est-ce que déjà ça peut arriver? Je ne sais pas. Est-ce que du coup on passe par les purées? Est-ce qu'on peut hop passer de l'un à l'autre? Alors on peut dans ces cas-là, on peut commencer par des purées un peu grossières, ou pareil, des soupes un peu grossières où tout est très cuit pour que l'enfant du coup s'habitue petit à petit et puis bah, ne pas non plus le mettre mal à l'aise pour qu'il refuse complètement. Et puis introduire, bah, garder du coup ça au début et puis petit à petit continuer à proposer mais en petite quantité en fait. Du coup, forme plus classique. Ok. Il y a une autre question qui m'avait été posée d'ailleurs aussi par Brie sur un enfant à partir de quel âge il a besoin de protéines animales et si on peut les remplacer par des protéines végétales. À partir de 9-10 mois, on commence. Et oui, on peut tout à fait les remplacer par des protéines végétales. Ça se fait vraiment très bien. Alors, soit sous forme de tofu, c'est le plus simple, ou alors, si on est sur du végétal, on va dire plus classique, on est sur des légumineuses associées à succulents. Donc, ça peut être de l'houmous, par exemple, sur une petite tartine de pain des fleurs. Ça peut être une soupe avec des petits pois cassés, par exemple, très cuits, avec un petit morceau de pain. Ça peut être, voilà, c'est des choses classiques comme ça qu'on propose. Et pourquoi associer à des féculents? Parce que quand on associe les légumineuses avec les féculents, ça apporte des protéines, en fait. Ça crée des protéines D'accord, je végétales. savais pas. Et donc, ouais, on est obligé de faire ça comme ça, sinon, alors, ouais. Il y a d'autres Ok. questions, je vois. Alors j'ai Si une dernière l'enfant ne fait que question. jouer avec la Ouais. nourriture, est-ce qu'on peut l'aider?
Pas vraiment, en fait. Il va faire sa découverte par lui-même et surtout par l'imitation. Plus moi. Ah, est-ce Non, que c'est c'est bon bon. là? Oui, Le ouais, son passe là? oui. Que jouer, c'est qu'il n'en est qu'à ce stade-là et il faut juste continuer à lui en proposer. Et puis, il va faire par imitation. Ce qui marche très très bien, c'est de le mettre à table dans ces cas-là avec vous ou avec des enfants plus grands et sans insister et sans forcer ou ne limiter qu'à lui dire bah non, il faut que tu manges, t'as pas le droit de jouer, etc. Il va faire par lui-même parce qu'il va voir les autres porter à la bouche, il va voir les gestes, il va enregistrer, donc il va faire par lui-même. C'est bon? Il y Attends, avait j'ai d'autres l'impression que ça a questions? coupé. Ah. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sinon? Moi, j'en ai pas Non, je noté crois d'autres. que c'est On bon a fait le niveau tour. questions. Ouais. Qu'est-ce que je m'étais noté? Euh, Bah après, ce sera le sujet d'un autre live, mais il y avait aussi une question sur l'allaitement et la DME. Comment comment faire, enfin comment pratiquer les deux en même temps. Ah, bah, c'est tout à fait compatible. Et d'ailleurs, c'est génial quand il y a l'allaitement pour ça. On dirait que c'est pratique et très utile parce que l'enfant a déjà, par le lait, en fait, le goût de pas mal d'aliments. Donc, il y a comme une préparation, en fait, en amont. C'est déjà le cas dans le ventre de la maman. Ça continue avec l'allaitement. Et puis après, bah, du coup, la transition se fait encore plus aisément. Oui, on peut mettre des épices dans les Ouais. préparations. Il n'y a aucun problème pour les enfants. Après, voir ce qu'il aime et voir comment il réagit. Et dans plein de pays, les enfants, les bébés, ils prennent avec des épices. Donc oui, il n'y a pas de souci. Et il y avait aussi... Non, c'était tout. Oui. Je crois qu'on a balayé un peu Euh, toutes les questions. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Nadia? je crois qu'on a fait le tour. Live, donc avec mon Roku et Daniel Best of Day mercredi. Donc ça, c'est chouette Ouais. aussi. Alors là, ça va être plus Qui sur sera la aussi pratique. C'est avec une maman. ouais, et qui a pratiqué la DME. Donc ça va être intéressant parce qu'elle va nous raconter un peu Exactement. son expérience. Donc c'est encore un nouveau sujet. Ce live donc sera en IGTV et aussi nous allons préparer un e-book qui sera disponible à partir du 24 août sur notre site internet. Bon, vous serez tous informés, hein, on va communiquer dessus, qui sera coécrit par Nadia, ici présente, et Christine Zalewski, qui est docteure et qui est formatrice en DME également, et qui a aussi écrit un livre sur la DME. Donc ça pourrait être intéressant, et ça fera un petit récapitulatif de tout ce qu'on a pu se dire, Oui, parce que du coup, on va avoir au total 4 lives, donc il y aura des c'est choses à ça. se dire. Donc ça va être aussi intéressant et ça fera un petit compte rendu de tous ces échanges. Je te remercie Nadia, c'était hyper Merci à intéressant. toi, Même moi j'ai Christelle. appris plein de choses, comme toujours. C'est Bon, super. Ben, merci à merci pour cet tous. échange. Merci à tous pour vos questions. C'est super d'avoir justement Ouais. pu répondre à des choses, des questions pratiques. Et puis n'hésitez pas, s'il y en a d'autres, voilà, par message privé, il n'y a aucun souci. Et puis l'e-book, moi je suis très heureuse de pouvoir vous l'offrir parce que c'est vrai que ça permet de d'avoir comme une référence en fait, de pouvoir s'y référer après quand on a des questions sur les choses basiques. Voilà. Et puis après, tu es aussi joignable sur ton compte Insta ou Oui, même voilà, en exactement. cabinet. Bon, exactement. Oui, 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 oui. Bon, Sans souci. merci à tous Bonne et soirée à bah, tous. à très vite alors, ouais. À bientôt. Au revoir. Au revoir.